Nos histoires sont tirées de faits réels. Pour préserver l'anonymat des protagonistes, des comédiens interprètent leur rôle. Comme vous le savez peut-être, le tilleul possède des vertus curatives et calmantes. C'est également l'arbre qui symbolise l'amour conjugal. Une légende l'atteste en tout cas, celle de Philémon et de Baucis, les amants inséparables, transformés en tilleuls pour rester unis jusqu'à l'éternité. Teresa Alban se remémore-t-elle cette fable émouvante en admirant les tilleuls du parc de la clinique où elle accompagne son mari qui doit subir une banale intervention chirurgicale. Je le souhaite pour elle. Car si elle présageait ce que lui réservent les heures à venir, je peux vous garantir qu'elle s'enfuirait à toutes jambes. Cela faisait un moment que Paul devait subir cette appendicectomie. Il repoussait régulièrement la date de l'opération. Oh, pas par inquiétude, ce n'était pas son style. Mais parce que son poste de PDG l'accaparait énormément. Le reste de son temps, il préférait le passer avec moi. Un jour, il s'est enfin décidé. Et je l'ai accompagné à la clinique. J'ai aidé Paul à défaire sa valise. J'ai rangé dans le tiroir de sa chambre le livre qu'il était en train de lire. Puis, j'ai contemplé les tilleuls du parc. Il m'a souri. Il m'a embrassée. Et je suis partie. Teresa n'a aucune raison de s'alarmer. Ne s'agit-il pas en effet d'une banale intervention chirurgicale, d'une simple formalité? C'est pourquoi, après avoir affectueusement embrassé son mari, elle quitte la clinique sans la moindre appréhension. J'ai décidé de passer la fin de journée et la nuit chez mes parents. Je ne les voyais pas beaucoup ces derniers temps. J'ai brièvement pensé que je ne serais pas joignable au cas où la clinique m'appellerait, mais mon père m'a aussitôt rassurée. Tu n'as aucune inquiétude à avoir, Teresa. Il ne s'agit que d'une banale appendicite. Quand je pense que si j'étais restée auprès de Paul cette nuit-là, tout cela ne serait probablement pas arrivé. À quoi fait allusion Teresa? Que ne se serait-il pas produit si elle avait passé la nuit à la clinique des Tilleuls en compagnie de son mari? Nous allons le découvrir bientôt. Le lendemain matin, alors qu'elle vient à peine de rentrer chez elle, Madame Alban répond à un appel téléphonique de l'inspecteur Marc Citer. J'avais essayé de joindre Madame Alban toute la matinée et j'ai réussi à la joindre à 10 h. Voilà. Bien évidemment, j'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'une erreur. L'inspecteur de police m'a demandé de venir au commissariat en m'affirmant que Paul s'y trouvait. Je lui ai dit que c'était impossible, qu'en ce moment, il était sur un lit, dans une clinique, et qu'il venait juste d'être opéré. Quand j'ai demandé à Madame Alban si c'était pour une appendicite, il y a eu un grand silence. Donc j'ai bien compris que, bien qu'elle soit très surprise, elle ne me croyait qu'à moitié. Alors je lui ai dit qu'on avait retrouvé ses papiers dans son veston. Tout cela n'avait aucun sens. Je ne pouvais pas y croire. Vous savez comment ça se passe dans ces cas-là, on trouve toutes sortes d'explications. J'ai dit au lieutenant Citer qu'on lui avait probablement dérobé son portefeuille à la clinique. J'avais peur. Peur d'entendre ce que le lieutenant n'osait pas me dire. J'ai fini par lui dire. Madame Alban, votre mari est mort. Cette phrase a comme explosé dans mon crâne. Paul, mon Paul que j'aimais passionnément depuis 10 ans et que j'avais quitté la veille en pleine forme, mon Paul était mort. Je ne me souviens même plus comment j'ai fait pour arriver au commissariat.
Quand je l'ai vue arriver dans mon bureau, j'ai bien vu qu'elle faisait des efforts incroyables pour ne pas craquer. Le plus dur restait à faire. J'avais besoin qu'elle identifie formellement le corps. J'étais prêt à lui laisser du temps, mais elle pensait qu'il s'agissait d'une erreur encore. À ce moment-là, je me souviens, je refusais encore d'y croire. Vous quittez votre mari qui doit se faire opérer dans une clinique et le lendemain, on vous annonce qu'il est mort dans un commissariat. Je ne pouvais pas le comprendre. J'avais l'impression de faire un cauchemar. Je me disais que j'allais me réveiller. Quand on a soulevé la couverture, quand j'ai vu Paul allongé sur ce banc, Elle a été très courageuse, Madame Alban, et surtout très digne. C'est vrai que son mari n'était pas beau à voir, hein. Il avait le visage tout convulsé, comme s'il avait été en proie à une terreur folle, quoi. C'était très étrange. l'inspecteur m'a dit ce qu'il savait, le peu qu'il savait. La nuit dernière, l'une de mes patrouilles avait vu un homme qui titubait, donc son mari. L'un des agents a voulu l'interpeller. Celui-ci s'est débattu, il a frappé violemment. Donc finalement, il a été maîtrisé et amené au poste. Mes hommes ont pensé qu'il s'agissait d'un ivrogne. Hein? Et ils l'ont mis dans la cellule. Et c'est juste au petit matin qu'on s'est aperçu qu'il était mort. Et à part cet appendice, cette cicatrice qu'il avait de l'appendicite, mais rien. Aucune autre blessure, rien. Je ne comprenais rien. De quoi était mort mon mari, personne ne le savait. L'inspecteur de police m'a dit qu'un médecin avait été appelé et qu'il allait examiner mon mari. Et que faisait-il dans la rue alors qu'il venait juste d'être hospitalisé? Je ne pouvais pas croire non plus qu'il avait été violent, cela ne lui ressemblait pas. Il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Pour l'inspecteur, nous allions trouver les réponses à toutes nos questions à la clinique des Tilleuls. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Nous sommes partis là-bas. Donc le docteur Morand, le patron de l'établissement, nous a reçus tout de suite. Alors j'ai dû calmer Madame Alban parce que là, à ce moment-là, elle a craqué, quoi. Elle s'est mise à hurler, elle a demandé à Morand « Qu'est-ce que vous avez fait de mon mari ?» Donc ça a été affreux. Puis elle a éclaté en sanglots. Quand j'ai entendu ce qu'a dit le docteur Morand, c'est bien simple, j'ai cru devenir folle. Je n'y comprenais plus rien du tout. Morand m'affirmait qu'il n'avait jamais entendu parler de Paul Alban. Il voulait même nous montrer les registres. Et Madame Alban, pendant un petit moment, pendant un instant, elle a eu du mal à respirer. Et d'un seul coup, elle a traité Morand de menteur. Elle a dit qu'elle se souvenait de son nom, et que c'était lui qui devait l'opérer. Et elle a voulu voir sa chambre. La 25 pavillon B, c'était. Et elle est partie, mais alors comme une flèche. Et je l'ai suivie, moi, en courant dans les couloirs de la clinique. En arrivant dans la chambre, celle que j'avais quittée la veille, elle était vide, complètement vide. J'ai ouvert la penderie, rien. Dans le tiroir de la table de nuit, le roman que j'avais rangé la veille n'y était plus. Rien. Il n'y avait absolument plus rien dans cette chambre. Là, j'ai commencé à douter de ma santé mentale. Mais une chose était sûre, c'est que Madame Alban ne pouvait pas se tromper sur la clinique. On ne peut pas se tromper sur des choses comme ça.
Donc j'ai continué mon investigation et j'ai rien trouvé. Le registre de la clinique ne mentionnait pas l'entrée de Paul Alban. L'infirmière de garde a été très claire. La chambre était inoccupée depuis 3 jours. Elle n'avait jamais entendu parler de Paul Alban. J'ai été voir dans les chambres voisines, espérant que quelqu'un ait vu mon mari. Elles étaient vides. D'après l'infirmière de garde, elles étaient inoccupées la nuit dernière. Hop. Donc c'est dans ces conditions que j'ai débuté mon enquête. Donc pour être une sacrée affaire, c'est une sacrée affaire. Hein. Ça, c'est... J'ai pris 3 hommes avec moi et on a contacté tous les hôpitaux de Paris. Ce qu'il y a, c'est que Paul Alban n'avait pas été opéré dans aucun d'entre eux. Rien, on n'avait rien trouvé. Donc ça, c'était la première fois que j'avais affaire à un cas si inexplicable. Plus tard, j'ai reçu les résultats de l'autopsie. Paul Alban est décédé d'une crise cardiaque consécutive à des chocs nerveux intenses. Quant à l'opération qu'il a subie, elle ne peut pas être mise en cause. Pas d'erreur chirurgicale ni anesthésique. Une histoire de fou. Pendant les jours qui ont suivi, je ne dormais plus. J'étais torturée par toutes ces questions sans réponse. Comment était mort mon mari? Qui était responsable? Que s'était-il passé cette nuit-là? Bientôt, les journaux s'emparent de cette incroyable affaire. Les hypothèses les plus folles circulent. Paul Alban a-t-il ou non séjourné à la clinique des Tilleuls? Y a-t-il seulement été admis? Pourquoi errait-il seul dans les rues? Que s'est-il réellement passé dans la nuit du 16 mars 2001? Le lieutenant Citer est bien incapable de fournir une explication aux journalistes. Quelques jours plus tard, alors que, faute du moindre indice, il est sur le point de clore le dossier, un homme se présente au commissariat et demande à lui parler. Il affirme détenir une information au sujet de l'affaire Alban. J'ai reçu Jean Maraîcher dans mon bureau, un homme d'une 40aine d'années, pâle, maigre. Il a commencé son histoire en s'excusant. Depuis 1 semaine, il n'avait pas lu les journaux, il était hospitalisé. Quand il m'a dit qu'il était hospitalisé à la clinique des Tilleuls, j'ai tout de suite su que j'allais enfin savoir ce qui était arrivé à M. Alban. À l'époque, je souffrais de bronchite chronique. Et puis, vers la dernière semaine de mars, mon état a empiré. Il y a eu des complications. J'ai été hospitalisé 1 semaine à la clinique des Tilleuls. Vous savez, comme je n'allais pas bien, je n'ai pas suivi les nouvelles. Hein. C'est en sortant que j'ai appris l'affaire. Évidemment que je lui ai demandé s'il avait vu Paul Alban à la clinique des Tilleuls. Non, je n'avais jamais vu Paul Alban. Non. Mais ce que j'ai raconté à l'inspecteur, c'est ce que j'ai entendu cette nuit-là. J'occupais la chambre 24, pavillon B. Vers 2-3 heures du matin, j'ai entendu des cris inhumains, des hurlements. Ça a duré longtemps. Puis ensuite, j'ai entendu des bruits de lutte. Et puis, d'autres cris, mais d'un infirmier. Et puis un « rattrapez-le » Et puis, plus rien. J'ai demandé à M. Maraîcher ce qu'il avait fait le lendemain, s'il en avait parlé à quelqu'un. Le lendemain, j'en ai parlé à l'infirmière de garde. Elle m'a dit que pendant mon sommeil, j'avais déliré. Comme j'avais de la fièvre, je l'ai cru. Je n'ai pas compris pourquoi, mais quelques minutes après, on me changeait de chambre. C'était tout. Et ça suffisait. J'ai foncé à la clinique des Tilleuls. Le personnel médical m'avait menti. Pourquoi? Ça, je l'ignorais. Quand j'ai résumé les faits au docteur Morand, il avouait tout de suite. Il avait fait ça pour ne pas perdre sa clinique et sa réputation.
Le docteur Morand fait des aveux complets aux policiers. Pour s'assurer que cette fois, il ne ment pas, Citer contre-interroge Sophie, l'infirmière de garde, cette nuit-là. Le témoignage de la jeune femme est alors radicalement différent de ce qu'elle avait affirmé une semaine plus tôt. Nous sommes parvenus à retrouver Sophie. Elle a consenti, non sans difficulté, à s'exprimer devant la caméra. Pour des raisons que vous comprendrez aisément, elle a néanmoins tenu à conserver l'anonymat. D'abord, je voulais dire que je regrette ce que j'ai fait. À l'époque, c'était mon premier boulot et je voulais pas me faire virer. Donc, quand Paul Alban est revenu du bloc opératoire, il était encore endormi à ce moment-là. À son réveil, il a fait ce qu'on appelle une psychose post-opératoire. C'est quelque chose de très rare. Il a été pris d'un brusque accès de folie furieuse. Paul Alban était habillé et voulait s'enfuir. Sophie a voulu l'en dissuader. Il s'est jeté sur elle pour l'étrangler. J'ai eu peur. J'ai crié. Il y a 2 infirmiers qui sont venus à mon secours. Monsieur Alban les a repoussés comme s'il s'agissait de brindilles, parce que cette maladie, enfin disons que la démence donne une force surhumaine. Il les a donc repoussés, il a sauté par la fenêtre et il a disparu. Le personnel médical a passé une bonne partie de la nuit à le chercher, hein, dans le parc, dans les rues avoisinantes, partout. Hein. Personne ne l'a trouvé. Personne n'a trouvé Paul Alban. Au petit matin, je crois que le docteur Morand a perdu la tête. Plutôt que de prévenir la police, il a maquillé le registre, il a fait disparaître les affaires de monsieur Alban et il nous a menacés pour qu'on se taise. Et voilà, Paul Alban n'avait jamais mis les pieds à la clinique des Tilleuls. Quand le lendemain, monsieur Maraîcher nous a dit qu'il avait entendu des cris bizarres pendant la nuit, on lui a dit qu'il avait déliré à cause de la fièvre. Et pour plus de précautions, on l'a changé de chambre. L'inspecteur est venu m'apprendre ce qu'il savait. Cela ne change rien. Mon Paul est mort. Mais au moins, je connais la vérité. Le juge chargé de l'affaire a retenu le chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui et condamné le directeur de la clinique des Tilleuls à une peine de 6 mois de prison avec sursis. Faute de preuves, l'homicide sans préméditation n'a pas pu être retenu contre lui. Le directeur a néanmoins vendu son établissement pour s'acquitter des dommages et intérêts dus à Teresa, la veuve de Paul Alban. Quant à cette dernière, elle se rétablit péniblement de cette douloureuse épreuve. L'équipe de tournage m'a dit que dans le jardin de sa maison, elle a fait arracher tous les tilleuls. Pour avoir bénéficié au cours de mon existence de quelques rencontres déterminantes, je m'interroge parfois sur la part qu'occupent dans la vie de chacun le hasard et le destin. Existe-t-il une force extérieure qui infléchit nos décisions? Dans quelle mesure contrôlons-nous nos choix? Notre vie est-elle tracée ou avons-nous la liberté d'intervenir? Autant de questions un peu philosophiques que met en lumière l'histoire que je vous propose de suivre maintenant. Mon histoire commence devant la gare de Marseille. Isabelle Maurier, journaliste spécialisée et passionnée de musique, est venue interviewer un célèbre pianiste hongrois qui donne une série de récitals dans la région. Quand je suis arrivée à Marseille, la première chose que je devais faire, c'était aller voir Cécile. C'est une ancienne copine de lycée qui m'avait proposé de m'héberger pendant les 2 jours que je devais y passer. C'est ici qu'intervient Philippe Glaise. Il stationne dans son taxi devant la gare Saint-Charles. Et aussi incongru que cela puisse paraître, il donne l'impression d'attendre la venue de la jeune femme. Ayant un sac pour tout bagage, Isabelle grimpe sur la banquette arrière et la voiture démarre. Je ne voyais que sa nuque et ses yeux dans le rétroviseur. Et ses yeux, dans le petit rectangle du rétroviseur, m'ont fait un choc, un truc mais incroyable, inexplicable. Elle m'en a parlé toute la soirée. Elle disait qu'il y avait quelque chose dans ce regard
de familier, qu'elle était troublée, qu'elle sentait comme des souvenirs qui remontent de très loin, depuis longtemps. Non, effectivement, elle était assez secouée. Je me penchais discrètement, à droite, à gauche, pour essayer de voir un peu mieux son visage dans le rectangle du rétroviseur. Et ce visage me disait quelque chose, mais je savais pas quoi. Tout en m'étant totalement inconnu, c'est ça la bizarrerie. J'étais persuadée de n'avoir jamais vu cet homme de ma vie. Non mais vous entendez quelqu'un vous dire un truc pareil, franchement. Vous pensez tout de suite à un coup de foudre, non? Non. Non, ça n'avait rien à voir. Sur ce plan-là, je me connais et je peux m'intéresser qu'aux garçons de mon âge. Lui, il avait dépassé la cinquantaine. Non, c'était autre chose. Moi, je crois en la réincarnation. J'y crois dur comme fer. Alors forcément, c'est vite devenu ma deuxième hypothèse. Isabelle avait connu ce type dans une vie antérieure. Moi, je crois pas du tout à ces choses-là. Pour moi, on n'a qu'une vie. Mais c'est vrai que ce que m'a dit Cécile m'a intriguée. Et toute la nuit, j'y ai pas mal pensé. Et puis je continuais à voir ses yeux dans le rétroviseur. À l'époque, je travaillais à Marseille. Alors je lui ai demandé, comme ça, pour parler, si elle venait de Paris. Je lui ai dit que oui, et je lui ai expliqué pourquoi je venais à Marseille. Et il a dit... La musique, et c'est une des choses les plus importantes dans la vie. Alors il m'a fait parler musique. Visiblement, ça l'intéressait. Là, je suis revenue à ma première hypothèse. J'ai pensé, il y a de la séduction dans l'air, ce mec cherche à l'accrocher. Parce que la musique, c'est extrêmement efficace avec Isabelle. Et ça, Taxi Driver, il a très vite pigé. Elle m'a parlé de Bach, de Mozart, sûrement ses préférés. Et alors moi, c'est pas trop mon truc. Mais elle en parlait drôlement bien. Sacrée passion, je pense. Alors je lui ai demandé si elle aimait d'autres genres de musique. Elle m'a dit qu'elle aimait plein de choses différentes. Plein. Elle m'a parlé de la musique cubaine. Elle en connaissait un rayon sur la musique cubaine. Et puis, elle m'a parlé du blues. Elle venait de découvrir, c'était tout frais. Et alors là, on ne pouvait pas tomber mieux. Elle me parle de Jimi Hendrix. Et elle m'a dit quelque chose, une chose qui m'a vraiment beaucoup plu. À propos de la guitare de Jimi Hendrix et de la mélancolie, une chose, c'était sa guitare me fait pleurer autant que du Mozart. C'est beau, ça, non? Et puis, on est arrivé. Et il m'a donné sa carte de visite, sur laquelle il y avait sa photo. Et il m'a dit, n'hésitez pas à me rappeler si un jour vous avez besoin d'un taxi à Marseille. Là, je trouvais ça un peu gros, mais bon. Le lendemain, j'ai fait mon interview. Et franchement, j'ai pas été brillante. Pourtant, c'est un pianiste que j'admire énormément. C'est un type... J'étais très heureuse de le rencontrer pour la première fois. Ça aurait dû être une de mes meilleures interviews. Mais non. J'avais complètement l'esprit ailleurs. Coucou, maman. Bonjour, ma chérie. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais. J'étais en train de leur raconter. Tu me donnes ta veste? Tiens. Va t'installer. J'ai rencontré tes nouveaux voisins en montant. C'est vrai? Un peu déçue de sa piètre prestation, Isabelle rentre à Paris. Elle rédige son article dans le train et retrouve sa mère quelques heures plus tard. Les deux femmes avaient prévu de dîner ensemble depuis longtemps. Bah justement, j'en étais à notre dîner. Alors on a dîné tranquillement. On parle de Marseille, de mon interview. Maman, tu parles de ton travail. Maman est traductrice.
Et puis j'avais posé la carte du chauffeur de taxi sur la table, là. Et à un moment, elle voit la carte, elle s'en approche, elle la regarde de près, et d'un seul coup, je la vois s'évanouir, par terre. Alors je me précipite, je la ranime, je la mets sur le canapé, et puis elle revient petit à petit à elle. Mais moi, j'étais terrifiée, elle était livide. J'étais... enfin bon... Madame Morier est hospitalisée durant quelques jours. Heureusement, son état de santé n'est pas préoccupant. Toutefois, le cardiologue préconise du repos et recommande à sa patiente d'éviter les émotions fortes. Isabelle lui rend visite dès qu'elle le peut. Bon, ça allait mieux. Mais de mon côté, j'étais très intriguée par la cause de cet évanouissement. Pour moi, c'était net. Il y avait un lien de cause à effet entre la carte du chauffeur de taxi et la syncope de maman. Mais je n'osais pas poser de questions. Et toi, t'arrivais pas à en parler non plus. Non, c'est vrai, moi non plus, j'arrivais pas à en parler. Je me donnais quelques jours. Et puis, t'en parler à ce moment-là, ça voulait dire tout te dire. Te dire quelque chose que ton père et moi t'avions caché pendant 34 ans. Alors, c'était vraiment très difficile. Et puis, d'un autre côté, je voyais bien que tu te posais plein de questions et ça me torturait. Mais j'étais vraiment décidée à t'en parler quand tu as décidé de retourner à Marseille. Je vais préparer l'apéritif. Effectivement, Isabelle décide subitement de retourner à Marseille. Elle prend le TGV et arrive dans la matinée. Sur le parvis de la gare, elle appelle sur son portable le chauffeur de taxi qui l'avait transportée la première fois. Et il me dit qu'il est là, devant la gare, et qu'il m'attend. Oui, j'étais là. En quelque sorte, je l'attendais. J'étais sûr qu'elle reviendrait. Je la vois arriver avec son sac et ses lunettes, la petite Parisienne. Elle avait l'air soucieuse. Alors je lui ai demandé, je vous amène au même endroit que la dernière fois? Je lui dis, non, j'ai envie de visiter Marseille. Est-ce que vous voulez bien être mon guide pendant 1 heure ou 2? Il a coupé le compteur et il a démarré. Je savais pas quoi dire. Il y a eu un long silence très embarrassant. C'était terrible pour moi. J'avais dans la tête une hypothèse complètement folle et très floue. Je savais que cet homme et ma mère s'étaient connus et que quelque chose de très fort au sujet de cet homme avait bouleversé ma mère au point qu'elle s'évanouisse. Mais quoi? Et peut-être que ça me concernait? Il fallait que je lui pose des questions, mais quelles questions? Comment aborder le sujet? Et quel sujet d'ailleurs? J'ai jamais eu une interview aussi difficile à faire. Et finalement, c'est lui qui a enclenché la conversation. Et ça s'est fait tout seul, très vite. Comme par miracle. Tiens, maman. Merci. Oui, je voyais bien que quelque chose tournait pas rond. Alors je lui ai dit comme ça, parlez-moi de Jimi Hendrix. Je lui ai dit que mon intérêt pour Jimi Hendrix me venait probablement de ma mère. Elle a assisté à un concert à Woodstock en 1969. Tu m'en avais parlé 2 ou 3 fois quand j'étais gamine, et plus tard, j'ai vu le film et le concert surtout. Surtout quand Jimi Hendrix joue l'hymne américain avec sa guitare imite le bruit des bombes au Vietnam. Oh ouais. Un grand moment. Et t'as assisté à ça aux premières loges, dans les coulisses, carrément. C'était magnifique, indescriptible. Une chance inouïe. Vous imaginez, j'avais 19 ans. Et là, il me dit que lui aussi, il y était. Enfin, salon. J'étais électro à l'époque, j'avais 20 ans. Et j'ai travaillé sur plusieurs concerts de Woodstock. Sly and the Family Stone, Joe Cocker, Ten Years After, et puis Jimi Hendrix.
Pas n'importe quoi. Hein. Et puis je la vois, elle, avec une bande de copains. Et puis à l'époque, vous savez comment c'était. Hein. On sympathisait très facilement, il suffisait de rien. C'était peace and love, on était en pleine utopie. Alors je lui demande si elle veut assister au concert dans les coulisses. Elle n'en revenait pas. Bah oui, j'étais bien placé pour... Elle était en larmes. Elle m'a dit, ce type est mon père. Moi, je lui dis, mais quel type? Elle me dit, le chauffeur de taxi, il a connu ma mère à Woodstock. Moi, je connaissais son père, Monsieur Morier. Je le rencontrais souvent quand j'étais gamine. Je comprenais pas. J'étais pétrifiée. Et en même temps, tout s'expliquait. Je lui ai demandé de me ramener à la gare et lui aussi, il avait l'air complètement bouleversé. Il m'a demandé mon numéro de téléphone, il m'a dit qu'il m'appellerait et il l'a fait le soir même, dès que je suis rentrée chez moi. Après le festival, on s'est perdu de vue. C'était un grand voyageur devant l'éternel. User la route, comme on disait à l'époque. J'étais enceinte. J'ai rencontré Pierre Mourier, on s'est beaucoup plu. Il a décidé d'être ton père. Je savais que ce serait un excellent père pour toi. Ça a été un père génial. Il t'a reconnu dès ta naissance. Je sais que j'aurais dû te dire ça il y a très longtemps, mais j'ai pas pu le faire. J'ai failli le faire quand il est mort il y a 2 ans, mais j'ai pas su. Je m'en excuse. Tu sais qu'on nous voit dans le film? Comment? Philippe et moi, dans Woodstock, on nous voit. Bien sûr, faut pas éternuer, sinon on nous rate. Attends, tu me dis ça maintenant? Oui, c'était juste après le fameux concert. C'est dans une scène de foule, mais bien sûr, il y en a plein des scènes de foule, tu vas me dire. Mais on nous voit bien. Oui, je l'ai vu, ce film. Des dizaines de fois, je l'ai vu. Et la séquence, je l'ai repérée tout de suite. Tout de suite. Mais attends, il faudra que j'envoie ça. On regardera ensemble? Oui. À nous. Philippe Glaise vit aujourd'hui avec sa femme et ses 2 enfants dans la région parisienne. Informée depuis longtemps de l'éphémère aventure de jeunesse de son mari, Madame Glaise accepte d'abord avec réticence, puis avec bonheur, l'existence d'Isabelle. Ainsi, la jeune femme séjourne-t-elle de temps à autre dans sa nouvelle famille. À la fin du tournage, juste avant de nous séparer, Philippe a tenu à nous confier un ultime secret. Vous savez, quand je l'ai vue la première fois, j'ai tout de suite su qui elle était. Quand elle s'est assise derrière, quand je l'ai vue dans le rétro, la ressemblance avec sa mère à cette époque, c'était trop frappant. Et puis les yeux. Je me retrouvais dans les yeux, quelque chose, c'était... Et puis de toute façon, ça s'explique pas. Ça s'explique pas, mais il y a... J'ai su. Aujourd'hui, les fils de cette histoire sont solidement reliés. Il suffit parfois de peu de choses pour faire basculer le destin du bon côté. Un coup de pouce de la chance, une intervention du hasard, un taxi garé au bon moment, au bon endroit, et un échange de regards dans un rétroviseur. Moïra et Gina sont 2 cousines. Gina, 9 ans, est une blonde consciente de sa beauté. Moïra, 7 ans, est une petite brune qui possède encore des dents de lait et les rondeurs de l'enfance. Malgré leur différence d'âge, une étonnante complicité les unit comme des sœurs jumelles. Quand elles se retrouvent en fin de semaine dans la grande maison familiale, elles aiment se raconter inlassablement des histoires, gambader dans les prés, goûter les pots de confiture et sauter sur les lits. Mais il y a jeu et jeu. Et parfois certains jeux d'enfants, apparemment innocents et anodins,
peuvent rapidement se transformer en cauchemars. Au départ, c'était un jeu innocent. Si j'avais su. On était tellement dans notre monde. Ça a commencé avec le chapeau orange. Je me souviens, on jouait à se coiffer dans sa salle de bain. Un jour, je suis partie dans la chambre de Gina pour aller récupérer son chapeau. Et quand je suis revenue, Gina m'a demandé « Comment est-ce que t'as deviné que je le voulais ?» Elles étaient toujours fourrées ensemble. Elle me racontait qu'elles s'amusaient à deviner ce que l'autre pensait. Ils ne prêtaient pas une attention particulière, c'était des jeunes enfants. Ainsi, Gina se concentre intensément et essaie de deviner l'objet auquel pense Moïra. Et chaque tentative est un succès. Gina parvient toujours à nommer l'objet imaginé par sa cousine. Alors pour vérifier la puissance de leur étrange pouvoir, les cousines intervertissent les rôles. Et le phénomène fonctionne à nouveau. Les gamines se réjouissent de ce jeu divertissant et s'entraînent de plus belle à le perfectionner. Je détestais leur jeu. Je me sentais exclue de leur complicité. Elles passaient des après-midi entières à jouer en silence, grimaçant, à tester le pouvoir qu'elles pensaient avoir l'une sur l'autre. Je trouvais ça complètement idiot. Moi, j'avais qu'une envie, c'est que Moira rentre chez elle. J'attendais le week-end avec impatience pour retrouver Gina dans notre maison de famille. C'était génial. Hélas, les cousines se séparent bientôt. C'est pour elles un déchirement. Gina se rend à Paris pour suivre des études universitaires, mais très vite, sa beauté singulière et son charme sensuel attirent un photographe. En quelques mois, la faculté n'est qu'un lointain souvenir. Gina devient un mannequin que s'arrachent couturiers et magazines de mode. Oui. Gina a commencé à faire des photos et puis des défilés de mode pour le prêt-à-porter. Enfin, ça marchait très bien pour elle. Il faut dire qu'elle était superbe. Enfin, je dis pas ça parce que c'est ma fille, mais parce que c'est vrai. On la voyait moins. Gina était toujours entre deux avions. Tokyo, New York, Singapour. Elle gagnait très bien sa vie et fréquentait des gens riches. Très riches. Gina, elle revenait de temps en temps à la maison, nous voir. Toujours belle et bien habillée. À chaque fois, c'était la fête. Elle nous racontait qui elle voyait, où elle allait. C'était fantastique. Même si on se voyait pas beaucoup, on était liés par une espèce de fil invisible. Et il suffisait juste qu'on se regarde et on n'avait pas besoin de... On avait besoin de rien se dire, juste un regard. Et puis, je me suis ennuyée sans ma cousine. À la campagne, c'est vrai, parfois on ne sait pas quoi faire. Je voulais rejoindre Gina, mais mes parents s'y opposaient et le sujet était clos. Moira s'était mise en tête d'aller rejoindre sa cousine à Paris. Elle n'avait pas les mêmes atouts que Gina. Bon, sans vouloir être dure, c'était pas possible. Moïra fête ses 20 ans avec quelques amis. Elle traîne son ennui comme on traîne un boulet. Elle voudrait s'évader, rejoindre Gina à Paris, partager sa gloire et sa fortune. Elle doit se contenter de rêver devant les photos de sa jolie cousine. Gina alanguie sur le sable, Gina sur le pont d'un yacht, un verre de champagne à la main, Gina au sport d'hiver, au bras d'une star ou d'un playboy. Une nuit, Moïra fait un horrible cauchemar. Au réveil, elle est bouleversée par le réalisme de ce rêve. Alors j'ai pris ma voiture et je suis partie sur la route. Soudain, j'ai réalisé qu'un véhicule me suivait. Un véhicule de couleur orange qui collait à mes pare-chocs. Il m'a doublé. J'ai distingué 2 hommes à bord. Ils m'ont fait signe de m'arrêter. Le passager, un grand brun, m'a tiré très violemment de la voiture. Il m'a tordu le bras. J'ai crié. C'était horrible. J'ai crié, mais qu'est-ce que vous me voulez? Mais laissez-moi! Et le conducteur m'a dit, vous êtes bien Gina Sorin? J'ai dit, mais pas du tout, je suis sa cousine. Et là, j'ai crié, mais ils m'ont ligoté, ils m'ont attaché, ils m'ont jeté dans la voiture et ils ont démarré en trombe. Et ensuite, on a roulé vers une rivière. C'était un endroit désert, il y avait juste une bicoque de l'autre côté de la rive. Et puis, l'un des 2 hommes m'a prise, il m'a empoignée brutalement, il m'a poussée vers la rivière pour me sortir de la voiture.
Là, ils ont été dans leur coffre pour chercher 2 petites enclumes qu'ils ont fixées sur moi avec une corde. Je pouvais pas hurler, j'ai tout fait. Et soudain, j'ai senti quelque chose de métallique contre ma peau. C'était le canon d'un revolver. L'un des 2 hommes voulait le mettre dans la bouche. Je me suis débattue, mais comme une folle. J'étais en nage. Je savais plus où j'étais, je savais plus qui j'étais. Je voyais les fleurs du papier peint de ma chambre qui dansaient autour de moi. Je voyais les fleurs de ce papier peint qui se mêlaient à ce que je venais de vivre. C'était horrible. Je venais de faire un horrible cauchemar. Un cauchemar qui lui laisse une impression étrange. Instinctivement, elle pense à Gina. Elle est inquiète. Mais quel rapport entre ce rêve et sa cousine? Maman m'a donné un verre d'eau fraîche et un cachet. En me disant que tout était fini. Que le cauchemar était terminé. Alors je me suis rendormie. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, le téléphone a sonné. C'est maman qui a répondu. C'était tante Caro, enfin, Caroline. Elle n'arrivait pas à joindre Gina. Elle avait essayé partout, aucune réponse. Elle était très inquiète. Maman lui a dit que si on avait des nouvelles, on la préviendrait tout de suite. C'est vrai que je voyais plus beaucoup Gina, mais elle me téléphonait quand même de temps en temps. Soudain, j'ai eu un coup au cœur. J'ai pensé au cauchemar de la veille. Maman était complètement paniquée. Elle téléphonait à tous ses amis, cherchait à joindre des relations à Paris, même des gens qu'elle connaissait à peine. L'atmosphère était irrespirable. J'ai fini par appeler la police. J'ai reçu l'appel d'une femme tellement angoissée que j'avais du mal à comprendre ce qu'elle voulait me dire. Sa fille avait disparu depuis 2 jours. Alors elle disait « ma fille a disparu, ma fille a disparu ». Elle ne pouvait dire que ça, elle le répétait en boucle. Alors j'ai envoyé une équipe à l'adresse indiquée par Madame Caroline Sorin. Il n'y avait personne. Tante Caro est venue chez nous le mercredi. On a beaucoup discuté. Elle était complètement affolée. On voyait bien qu'elle avait pleuré, elle avait ses yeux tout gonflés. Quand je suis allée chez mon frère, le père de Moira, je venais juste d'apprendre qu'on avait retrouvé la voiture de Gina sur une route déserte avec son sac à main, ses papiers, la clé de la voiture sur le contact. Enfin, je nageais en plein cauchemar. Mais où était passée ma fille? Moi, j'étais pas inquiète. Je savais que ma sœur était libre, fantasque, imprévisible. Je me disais qu'elle allait revenir avec une nouvelle coupe de cheveux ou un nouveau petit copain. Merci. Qu'elle ferait coucou, je suis là, par la fenêtre de la cuisine, comme elle avait toujours fait. Puis petit à petit, je me suis laissée envahir par l'angoisse de ma mère. J'ai commencé à avoir peur. À ce moment-là, j'ai failli raconter mon rêve. Mais je me suis dit que ce serait trop cruel pour tante Caro. Et puis, toutes ces coïncidences, ça m'avait complètement sonné. J'avais peur, c'était bizarre. Finalement, la police a ouvert une enquête. Au cours de l'enquête, les policiers ne tardent pas à découvrir que mademoiselle Gina Sorin arrondit ses fins de mois en louant ses charmes à des messieurs riches et si possible mariés, tandis que son petit copain, dissimulé derrière une glace sans teint, photographie clandestinement les rencontres. Gina se prostituait, faisait chanter ses clients. Quand on a appris la vérité, on était complètement abasourdis. Le ciel nous est tombé sur la tête. Oui, Gina se prostituait, mais j'ai halluciné. C'était inimaginable. Alors, à ce moment-là, j'ai décidé de parler aux policiers. Et de leur raconter mon rêve. Oui, j'ai vu arriver Moira. C'était la cousine de Gina, toute timide. Elle m'a dit « Monsieur, s'il vous plaît, je voudrais vous raconter mon cauchemar ». Alors elle était touchante, la môme, parce qu'elle avait peur d'être ridicule. Alors elle me dit « Voilà, avec ma cousine, on fait de la transmission de pensée. Peut-être que ça peut vous servir. » Alors je lui dis « De quoi? De la transmission de pensée ?» Et puis je lui ai tout raconté. Le rap, la voiture orange, l'enclume, le revolver. C'était troublant parce que très précis. À tel point qu'un collègue qui l'a écouté raconter son rêve, enfin non, je veux dire son cauchemar, a cru reconnaître une rivière qui correspondait à la description.
C'est là qu'on a trouvé le corps. C'est pas beau à voir, croyez-moi. Les policiers ont demandé à Moira de les accompagner à la rivière à laquelle ils pensaient. La police nous a immédiatement prévenus. C'était absolument insoutenable. J'ai demandé au policier comment il avait fait pour retrouver le corps. Il m'a parlé de Moira, de ses transmissions de pensée. Alors je me suis souvenue de Moira et de Gina quand elles étaient petites et qu'elles communiquaient en pensée. Quand le corps a été identifié comme étant celui de ma cousine, j'étais horrifiée. Horrifiée de savoir comment elle était morte. Je me suis demandé si c'était moi, en le rêvant, qui avait provoqué cet horrible accident, ou si c'était elle, en le subissant, qui m'avait envoyé ce signal. Je me suis effondrée. Les policiers, eux aussi, étaient troublés. Ils n'avaient jamais vu ça. J'avais fait un cauchemar prémonitoire. Alors, ils m'ont demandé de regarder, si je voulais bien regarder dans les fichiers, pour peut-être identifier ceux que j'avais vus en rêve. Bon, c'est pas des méthodes qu'on emploie souvent, faut reconnaître. Hein. Se servir d'un rêve pour faire avancer une enquête. C'est vrai que pour mon équipe et moi, c'est la seule fois où ça a fonctionné. Sur le fichier, j'ai immédiatement reconnu les 2 assassins. J'ai revu leur regard. J'ai senti leur odeur. Vous savez, cette mort-là, je l'ai vécue dans mes tripes. Bah, c'était 2 tueurs à gages. Ils avaient été employés par un des gros clients de Gina. Gina et son copain le faisaient chanter. Et le soir même, je dis bien le soir même, on les cueillait tous les 3. Joli coup de filet. Notez bien qu'en même temps, ça n'a pas dû être facile pour la gosse, parce que toutes ces histoires de télépathie, ça lui avait pris la tête. Quelques jours plus tard, Moira est confrontée à l'un des assassins de sa cousine. Et à sa stupéfaction, elle fait la description complète, dans ses moindres détails, du déroulement du meurtre, comme si elle en avait été le témoin oculaire. Alors, persuadé que la jeune fille a assisté à la scène, le tueur fait des aveux complets. Ainsi se termine cette histoire pathétique. L'histoire de 2 gamines qui s'étaient aperçues un jour, en jouant, qu'un lien invisible connectait leurs esprits. Qui n'a pas un jour ou l'autre rêvé de commencer une collection? Collection de timbres, de poupées, d'objets rares ou extravagants. Bien souvent, passé la fièvre des débuts, les collectionneurs se lassent vite de leur nouvelle manie et les quelques objets chéris, pieusement amassés, finissent au rebut ou dans une vitrine, oubliés dans un coin du salon. Mais d'autres persévèrent jusqu'à la folie. J'ai moi-même cédé pendant des années à cette passion, en rassemblant des dizaines et des dizaines de maquettes de bateaux. Pour autant, avant qu'on me raconte ce fait divers, je n'avais jamais pensé qu'une collection pouvait devenir fatale à son propriétaire. L'histoire se déroule en décembre 1993 dans une bourgeoise banlieue parisienne. Dans un quartier élégant, une belle et grande bâtisse, apparemment inoccupée, fait l'objet de la curiosité du voisinage. Les fenêtres sont hermétiquement closes et le jardin envahi de mauvaises herbes. La porte d'entrée semble à jamais verrouillée. Jusqu'au jour où l'inspecteur Chauroy va révéler son terrifiant secret. Le plus drôle ce soir-là, enfin drôle pas vraiment, c'est que 10 minutes avant de prendre la voiture pour se rendre sur place, on plaisantait avec le collègue, comme quoi souvent on nous appelait pour tout et n'importe quoi. Même quand on est arrivé à la maison, on était persuadé que c'était un canular. Eh bien franchement, j'aurais préféré que ce soit le cas. Ah, évidemment. Pour eux, c'était rien. Mais pour moi, ça fait 10 ans que je les entendais, leur opéra. Ah, puis d'un seul coup, plus rien. Déjà, elle me faisait peur, cette maison. Bon, enfin, pas la maison, mais les jumeaux. On a reçu un coup de fil de la concierge de l'immeuble voisin, une femme pas très commode. Elle nous disait que non, elle n'était pas folle, qu'il y avait bien effectivement des habitants dans cette ville-là. Ça nous paraissait impossible, ou alors des squatteurs. Je leur ai raconté l'histoire. En tout cas, ce que je savais des jumeaux, les Wilson. Pour moi, ils avaient toujours habité là. Mais dans le quartier, tout le monde les connaissait, mais ils étaient quasiment invisibles. Fallait voir la maison. Une espèce de vieille bâtisse en briques rouges, qui, si elle avait été bien entretenue, aurait dû être une magnifique demeure. Arrivé sur place, j'ai immédiatement jeté un coup d'œil à l'intérieur, mais les fenêtres étaient condamnées.
Alors j'ai forcé la porte, elle était complètement pourrie, elle a cédé immédiatement. J'ai risqué un pas à l'intérieur, et là, je me souviens encore de l'odeur. Ils m'ont demandé de venir. Oh, c'était une horreur. Ça puait les poubelles. Faut dire que je les ai jamais vus les sortir. Hein. Oh, par contre, pour fouiller dans celle des autres, ça, ils fouillaient, hein. Puis pas qu'un peu. Toujours la nuit. Puis jamais ensemble. Ils ramassaient tout ce qu'ils trouvaient. Des journaux, des bouteilles vides, des... n'importe quoi, n'importe quoi. J'arrivais même pas à voir où je mettais les pieds. Le sol était couvert de je sais pas quoi, en fait. Contre les murs, il y avait des trucs invraisemblables, mais entassés jusqu'au plafond. Des pièces de voiture, des vieux instruments de musique, des lavabos, des dizaines de lavabos. Moi, j'ai toujours pensé qu'ils faisaient du trafic. Normal, ils étaient toujours habillés très chic et tout. Ils devaient bien avoir de l'argent. Puis pour habiter une maison pareille, enfin, de là à découvrir ça, hein. J'ai fait 10 mètres vers ce qui me semblait être un salon, mais j'ai tourné les talons. Je pouvais pas rester une minute de plus dans cette porcherie sans masque. Sinon, j'allais me trouver mal. L'inspecteur Chorois n'a dès lors plus qu'une idée en tête. Quitter cet endroit maudit et répugnant au plus vite. Prendre l'air, respirer. Il revient prudemment sur ses pas au milieu des immondices, quand ce qu'il aperçoit le glace soudain d'effroi. Je ne vais pas vous donner de détails parce que franchement, c'était épouvantable. Le cadavre était celui d'un homme d'environ 50 ans, pétrifié sur place, là, dans son fauteuil roulant, avec la main crispée sur une espèce de vieux tourne-disque. Vous savez, ces trucs qu'on trouve chez les antiquaires. Pour moi, le constat était clair. Je me retrouvais avec un mort sur les bras. Je l'ai vu sortir. Oh, il titubait. Il est venu me voir en me disant qu'il avait trouvé un cadavre. Puis je devais rester à la disposition de la police. Le lendemain, quand on est arrivé sur les lieux, il fallait surtout ne pas toucher au corps à cause des indices. Il régnait une odeur épouvantable. Vraiment, on a tous eu beaucoup de mal à s'en remettre. On aurait su ça la veille, on s'y serait pris différemment. Vraiment, c'est un souvenir épouvantable. Je souhaite à personne de connaître ça. Et cette odeur, c'était atroce. Rien que d'y penser. Et quand l'inspecteur m'a fait voir le corps, mais j'ai cru vomir. Je suis partie en courant. Mais une chose est certaine, c'était le cadavre d'Henry Wilson. Un arrêt cardiaque, à ce qu'il disait. Mais c'était Henry. Oh, je l'ai bien reconnu. Il est beaucoup plus dégarni que son frère. La chose qui me préoccupait le plus, c'était de retrouver le second frère. Était-il mort? Dans quel état est-ce que j'allais le retrouver? Je m'attendais à tout, à trouver des bras, des jambes. C'était un tel fatras. Pour travailler sérieusement à recueillir les indices, il aurait fallu vider toute la maison. De toute façon, on n'avait pas le choix. Des frères jumeaux vivent dans un cloaque indescriptible et la police découvre le cadavre de l'un d'eux. Où a bien pu disparaître le second? Est-il mort lui aussi? Dans ce cas, où se trouve sa dépouille? Le disparu est-il le meurtrier de son frère? A-t-il pris la fuite? Alors que les camions de la voirie commencent à évacuer des tonnes d'objets et de détritus, l'inspecteur Chorois en apprend davantage sur les mystérieux occupants de la maison maudite. L'homme que l'on a retrouvé s'appelait Henry Wilson. C'était un ancien avocat. Les témoignages concordants ont bien établi qu'il avait toujours vécu ici avec son frère. Par contre, aucune trace de ce dernier. Il s'était purement volatilisé. Moi, je commençais à devenir fou. Je possédais en tout et pour tout un seul indice qui était son prénom, Boris. Vous conviendrez que c'est un peu mince comme piste. Bah, ça faisait bien 2 mois que j'étais pas retourné voir les frères Wilson. Quel choc j'ai eu en voyant tous ces camions vider leur maison. Écoutez, j'ai retourné la question dans tous les sens, mais j'ai dû me rendre à l'évidence.
Il fallait absolument que je parle à quelqu'un. Si vous voulez, il fallait que je témoigne, tout bêtement. Un homme s'est présenté au commissariat et a demandé à me parler. Il se prétendait journaliste. Un journaliste venu m'interviewer sur la maison. J'avais autre chose à faire. Je l'ai d'abord reconduit, mais il a tellement insisté que j'ai fini par lui accorder quelques minutes. Bien m'en a pris. Bah, j'ai donné mes carnets de notes à l'inspecteur. Attendez, voilà, comme cela. Eh bien, voyez-vous, je crois que c'est ça qu'il a décidé à poursuivre notre entretien. Parce qu'au fur et à mesure qu'il découvrait les notes que j'avais prises sur les frères Wilson, bah, il découvrait des pans entiers de leur vie que, jusque-là, malheureusement, il avait ignoré. 6 heures durant, l'inspecteur Chauroy s'entretient avec Charles Longley. 6 heures, pendant lesquelles ce dernier raconte aux policiers comment, alors journaliste débutant, il a rencontré Boris Wilson, un pianiste de jazz à la carrière très prometteuse. Au fil du récit, l'inspecteur comprend que pendant 20 ans, le journaliste a été le témoin privilégié de la déchéance des occupants de la maison, peu à peu transformée en décharge. Je n'en revenais pas. Jamais l'Anglais n'avait jugé utile d'alerter les autorités compétentes. Pour moi, c'était clair et net. Non-assistance à personne en danger. Mais où était le danger? Amasser des choses chez soi n'est quand même pas un crime. Écoutez, l'inspecteur me jugeait sans vouloir me comprendre. Moi, j'avais réussi à établir une relation de confiance avec Boris, ce qui n'était pas facile. C'était un féru de jazz. Il adorait Chet Baker, Thelonious Monk, et nous pouvions parler de jazz pendant des heures, et de rien d'autre. Je dois bien reconnaître cependant que grâce au carnet noirci par ce Langlais, on a pu recueillir quelques informations précieuses sur le parcours chaotique des frères Wilson. Dans cette famille, le père était un tyran domestique qui battait sa femme. Les enfants étaient trop jeunes pour défendre leur mère. La vie de ces gamins a été un enfer. À la mort du bourreau, les enfants Wilson étaient devenus des adolescents. Un amour exclusif et maladif unissait la mère et ses enfants, jusqu'à ce qu'elle succombe à son tour à un cancer. À cette époque, les frères Wilson sont trentenaires. L'un comme l'autre refuse de se marier et se voue entièrement au culte de la défunte. Bah, petit à petit, les frères avaient transformé la maison en tombeau. Ils la remplissaient d'ailleurs d'objets de tout et de n'importe quoi. Ils n'arrêtaient pas de couvrir les friperies, les brocantes, les ventes aux enchères, à tel point qu'ils avaient perdu toute leur fortune et qu'ils s'étaient ruinés d'ailleurs. Mais, si je me souviens bien, c'est à cette époque que j'ai émis la théorie que les jumeaux nourrissaient la maison. Qu'en remplissant des objets les plus divers, ils rendaient un dernier hommage à leur mère, qu'ils adoraient et qui avait trop tôt disparu. Oh, j'ai bien essayé de les sortir de cette impasse, de leur dire de cesser cette obsession morbide, mais ils ne m'écoutaient pas. À mon avis, ils avaient plus besoin d'un psychiatre que d'un journaliste. Cependant, je dois avouer que j'étais fasciné par les frères Wilson. Et je voulais savoir jusqu'où cette folie pouvait les entraîner. Une obsession de journaliste, si vous voulez. Il a quand même observé pendant 20 ans le comportement irrationnel des frères Wilson qui les a entraînés jusqu'à la pure démence et il n'a rien fait pour intervenir. Non, croyez-moi, le pire restait à venir. Ce jour-là, je comprenais pas pourquoi Boris était fiant, pourquoi il esquivait toutes mes questions à propos d'Henri. Il a fini par m'avouer qu'il avait eu un malaise. Ah, je me revois à lui expliquer que c'était inévitable, qu'avec un vivre sans eau chaude, sans chauffage, ça devait arriver à la longue. Mais sur le coup, j'ai pensé, si vous voulez, qu'il avait eu comme une petite grippe, rien de plus. Mais quand j'ai vu Henri inerte, paralysé sur son lit, alors là, j'ai eu vraiment très peur. J'ai cru qu'il était mort. J'ai hurlé à Boris qu'il fallait absolument d'urgence l'emmener à l'hôpital. Mais il ne m'a pas écouté. Ça l'a même rendu fou furieux. Mets-toi ce qui te regarde, m'a-t-il dit. C'est mon frère, je dois m'en occuper. Je l'avais jamais vu dans cet état. Vous savez, hein, j'ai rien pu faire. Le journaliste s'est défendu avec de bien piètres arguments. Il a prétendu que Boris l'aurait menacé de se suicider, voire de tuer son frère, s'il allait avertir la police et les services sociaux. Bien sûr que Boris était sérieux, mais plus que jamais. D'ailleurs, il avait juré sur le lit de mort de sa mère de ne jamais, jamais abandonner son frère. Et d'ailleurs, pour être certain que personne ne pourrait pénétrer dans la maison, eh ben, il l'avait fait piéger. De la cave au grenier. Ouais, piéger la maison. Toute la maison. En entendant ça, j'ai bondi sur ma chaise. Je ne croyais pas mes oreilles. On parlait depuis près de 6 heures. Et l'Anglais me disait très tranquillement que la maison que mes hommes étaient en train de fouiller était un champ de mines. Et puis les policiers m'ont emmené avec eux. Je les ai suivis. J'avais pas le choix.
Il en allait de la vie de mes hommes. Et quoi que je puisse penser de Charles Langlais, il était le seul à ce moment-là à pouvoir m'aider à éviter un drame. Peu de choses avaient été vidées par les services de la voirie. Un gigantesque foutoir régnait encore dans la plupart des pièces. C'était sordide, ça grouillait de partout, ça puait. D'ailleurs, pendant que la plupart des flics s'affairaient dans la maison, c'est là que j'ai pris conscience, vraiment que j'ai pris conscience de l'horreur, du cauchemar que j'avais eu sous les yeux durant toutes ces années. Je peux vous dire que je me sentais vraiment mal, vraiment très mal. J'ai perdu patience. Langlais était là, penaud, au milieu de ce foutoir. J'ai explosé. Je lui ai dit, Langlais, réveillez-vous. On cherche quoi exactement? Je crois bien qu'à ce moment-là, j'aurais pu le gifler pour le faire revenir à la réalité. À ce moment-là, un des hommes de mon équipe a trouvé un détonateur. Langlais a bredouillé. Attention, Boris a dû placer les charges explosives au premier étage. Tout s'embrouillait dans ma tête. Alors le policier m'a hurlé dessus. Ça m'a sorti de ma torpeur. Mais je pensais pas que cette épreuve serait si difficile à supporter. Je crois que j'avais présumé de mes forces. Oui, c'est ça, j'avais présumé de mes forces. Les démineurs étaient déjà montés à l'étage quand ils m'ont prévenu. Venez, chef, on l'a trouvé. Attention, il n'est pas beau à voir. Langlais voulait venir voir lui aussi, mais je lui ai interdit l'accès de la scène. Après tout, il ne nous était plus d'aucune utilité et il n'aurait pu que nous gêner dans nos mouvements. Par ailleurs, il risquait de s'évanouir à tout instant. J'ai pas supporté le spectacle. J'ai détourné les yeux et je me suis immédiatement rué vers la sortie. Il fallait que je sorte de cette horreur. 2 secondes. 2 secondes. Je l'ai aperçu 2 secondes, mais l'image est restée aggravée à tout jamais dans ma mémoire. Boris avait le mollet pris dans une espèce de mâchoire métallique, un piège à loup, je pense. Il était méconnaissable. Défiguré. Des rats même s'étaient acharnés sur lui. Mais je l'ai formellement identifié. À ses chaussures d'ailleurs, et à la bague qui ornait un de ses doigts. C'était bien Boris. Ouais, Boris. C'est l'histoire la plus insensée que j'ai eu à traiter. Je peux vous dire que le jour où j'ai classé l'affaire, je n'espérais plus qu'une chose. Que dorénavant, on m'appelle pour tout et pour rien. Pour un chien écrasé ou une voiture mal garée. Les frères Wilson avaient transformé leur maison en ogresse insatiable. En hommage à leur mère, qu'ils prétendaient nourrir dans l'au-delà, ils l'avaient inlassablement gavée de tonnes d'objets et d'immondices jusqu'à la folie, jusqu'à l'indigestion, jusqu'à l'horreur. Ils reposent aujourd'hui côte à côte, dans le petit cimetière d'une élégante banlieue. Quant à la maison, elle attend un nouveau propriétaire. Espérons pour elle que le futur maître des lieux n'ait pas lui aussi l'âme d'un collectionneur. Croyez-vous à la force du destin? Croyez-vous qu'une puissance mystérieuse et incontrôlable organise et oriente notre vie à notre insu? Croyez-vous à l'amour? Croyez-vous que quelque part, dans le monde, un être unique nous est prédestiné? Si vous avez répondu par l'affirmative à ces 2 dernières questions, si à vos yeux, le destin et l'amour sont 2 réalités, l'histoire que je vous invite à suivre maintenant est faite pour vous. Prenez garde cependant, car quand amour et destin associent leur pouvoir, le cocktail est explosif. En 83, j'avais 20 ans. Le bel âge, enfin c'est ce qu'on dit. L'âge de l'insouciance. Enfin pour les autres, certainement, mais pour moi pas du tout. Non, j'avais perdu mes parents dans un accident stupide 5 ans plus tôt. Alors du coup, c'est ma tante, la sœur de ma mère, qui m'avait pris en charge, mais pas en affection.
Mes parents. Disons que pour mes parents, je n'ai jamais vraiment fait ce qu'il fallait. Pour tout dire, je ne me suis jamais vraiment sentie aimée. Ils voulaient que je travaille dans les assurances. Moi, je voulais pas, je voulais être peintre. Je me débrouillais pas mal à l'époque. Enfin, ce que je croyais, hein. Quand ma tante est décédée, oh, je n'étais pas spécialement triste, non. Je la connaissais à peine. Les rares contacts que nous avions, c'était des échanges de courriers dans lesquels elle m'envoyait des mandats. Et je la remerciais. Aussi, à l'ouverture du testament, de son testament chez le notaire, là, par contre, j'ai eu du sentiment pour elle. Mais, enfin, un sentiment. Plutôt un sentiment d'antipathie. Oui, parce que ma tante me léguait sa fortune. Mais ce n'était pas sans contrepartie. Je vendais des toiles, par-ci, par-là. Oh, pas des fortunes, hein. Pas de quoi, en tout cas, être indépendante, et c'est la raison pour laquelle je devais rester chez eux. J'étais devant un sacré dilemme. En fait, ma tante me léguait toute sa fortune à la condition que je m'occupe de toutes ses affaires. Enfin, des affaires dans lesquelles elle avait placé tout son argent. Alors moi qui rêvais d'une vie d'aventurier, Stanley, Livingstone, Perry, Capitaine Cook, c'était pour moi. Mais là, il fallait que je choisisse. L'argent ou ma liberté. Chez moi, j'étais considérée comme le vilain petit canard. J'avais refusé de travailler avec mon père dans les assurances. Et donc, je n'avais pas de métier, je n'avais pas d'argent. Je n'avais que ma passion pour la peinture, mais pour mes parents, ça ne comptait pas. Alors, je pensais que je n'avais plus qu'une seule solution. Argent ou liberté, oui. J'étais incapable de prendre cette décision, seul. Et c'est alors que je me suis souvenu d'un personnage, Salam Rek. Oui, un marabout égyptien qui vit aux confins du désert, du désert égyptien, et dont on disait que la sagesse guidait les âmes indécises. Eh bien, j'y suis allé. J'étais sûr que ce vieil homme allait m'aider à trouver une solution. Et Pierre se rend en Égypte. Dans l'exaltation un peu naïve de sa jeunesse, il est persuadé que Salem Rek apportera une réponse simple à sa question complexe, qu'il tranchera, qu'il guidera son choix entre liberté et argent. Après s'être fait prier avant de lui accorder un rapide entretien, le marabout délivre au jeune homme un présage ambigu, une prophétie décevante qui plonge le garçon dans un abîme de perplexité. Non seulement ce marabout égyptien ne m'a pas éclairé sur ma destinée, mais en plus, il m'a littéralement chassé de chez lui. Ah oui, en me criant « Ta place n'est pas ici, il y a de la glace autour de toi ». Je me souviens, ça je ne l'oublierai jamais, ton destin est dans la glace. Eh oui. Alors après cette déception, eh bien, je me suis octroyé un voyage de retour, grand luxe. Et j'ai choisi une remontée sur le Nil, dans une felouque. J'étais à bord de la felouque depuis 2 jours. Je passais mes journées à peindre. Des pêcheurs avec un petit pagne au bord de la berge et en train de lancer les filets, ou les enfants qui jouent, qui crient dans les papyrus, ou bien, ah oui, quelque chose de très beau, les nuages, la brume comme ça au ras de l'eau au soleil levant, c'était magique. Et ce soir-là, sur le pont, je l'ai vu. Et tout de suite, j'ai ressenti une attirance. J'avais jamais vécu ça. J'étais ébloui tout de suite. J'ai tout de suite su que cette femme, j'allais l'aimer toute ma vie. Malgré ma timidité, mais je me suis lancé. Et là, alors, c'était magique. J'ai senti qu'elle partageait exactement le même sentiment que le mien. J'en étais persuadé. Sauf que de temps en temps, elle s'esquivait un peu, mais j'ai pris ça pour de la timidité. Nous avons parlé une grande partie de la nuit, de tout.
de ce qui nous faisait bouger, de ce qui nous faisait rêver, sauf de notre vie privée. Tout chez elle, tout m'enchantait. Et je me suis rendu compte que cette croisière n'allait pas être éternelle. Alors, j'ai posé ma main délicatement sur la sienne. Et le contact de sa main sur la mienne, c'était divin. J'ai vite retiré ma main. J'ai prétexté que j'avais froid et je suis partie. Le hasard a réuni Stéphanie Dubreuil et Pierre Hénin une nuit d'automne sur le pont d'une felouque qui remonte paresseusement le Nil. Le destin et l'amour sont-ils au rendez-vous? Un conte de fées est-il en train de se réaliser? Le lendemain, j'ai eu beau courir partout, elle n'était nulle part. Alors le soir, alors que je me préparais, je mettais ma veste pour aller à la salle à manger, le steward est venu frapper à la porte et il m'a dit qu'elle voulait me voir. Elle me donnait rendez-vous sur le pont. Oh, j'étais comme un fou. J'ai bondi. Et là, elle m'a arrêté tout de suite. Elle ne m'a pas laissé parler. Mais il fallait que je lui dise que j'étais mariée. Mariée en voyage de noces. J'étais mariée et mon mari passait son temps, ses nuits, à jouer aux cartes dans un petit salon sur le pont inférieur. Et la journée, je lui tenais compagnie. Mais comme il n'aimait pas le soleil, nous restions enfermés dans la cabine. Alors voilà, je lui ai tout dit d'un coup, sans le regarder, sans reprendre ma respiration. Je ne croyais pas mes oreilles. Je croyais qu'elle blaguait, qu'elle me disait ça. Je ne sais pas, moi, pour quelle raison. Non, elle était sérieuse. Elle me demandait de partir. À tout jamais. Alors j'ai quitté la felouque, l'Égypte et mon amour. Je l'ai regardé partir. 3 semaines. Ça faisait 3 semaines que j'étais mariée et je venais de rencontrer le grand amour. Vous vous rendez compte quand même? C'est le coup du destin, ça, non? Mais je me disais que j'avais bien mérité. Mon mari, je l'aimais pas. Il était riche. C'était le premier à m'avoir demandé en mariage et je l'avais épousé que pour fuir ma famille. Maintenant, souvenez-vous de la prédiction de Salem Rek, le marabout. L'oracle avait affirmé qu'un mystérieux destin de glace déterminerait l'avenir de Pierre Hénin. Dépité par l'attitude de Stéphanie, estimant qu'il n'a plus rien à faire dans un pays écrasé de soleil, le jeune homme regagne la France et reprend les affaires de sa tante. Abattu, déprimé par son échec amoureux, il renonce à voyager. Et les années passent, monotones, laborieuses. 5 ans, 10 ans, 20 ans s'écoulent. J'ai souvent repensé à ce marabout égyptien et ce qu'il m'avait dit dans le désert. Ton destin est dans la glace. Il ne savait pas à quel point il avait raison. J'étais devenu le principal actionnaire d'une société de frigorifiques industriels. Et quant à ma vie amoureuse, c'était une mer de glace. J'étais marié 2 fois et 2 fois divorcé. Pas d'amour, pas de passion, rien. L'histoire de Pierre Hénin pourrait s'arrêter là. Ce serait l'histoire navrante et banale d'une rencontre qui tourne court et d'un amour avorté. Mais le temps n'est pas parvenu à effacer l'image radieuse de la jeune fille. Pierre n'a pas oublié les mots doux échangés une nuit d'automne sur le pont d'une felouque qui glissait en silence sur les eaux du Nil. 20 ans plus tard, Stéphanie hante ses rêves, lui déchire le cœur. Et puis en 2003, un événement tout à fait insolite vient réveiller ce douloureux souvenir. Xavier Perrac, un guide de haute montagne, et Jeanne Madrier, une postière, vont malgré eux ressusciter les fantômes du passé. Je suis guide de haute montagne. Ça fait à peu près maintenant 30 ans que je fais ce métier. D'ailleurs, vous pouvez me voir là en pleine action, en rappel sur un glacier.
Les glaciers, c'est des masses de glace qui semblent statiques, immuables. Et en fait, ça bouge lentement, comme un fleuve qui s'écoule, mais très très lentement. On y retrouve des restes de mammouths, des vestiges de civilisations anciennes, voire même de civilisations modernes, comme des détritus que certains randonneurs abandonnent. Et la chose la plus incroyable est que moi-même j'ai découvert un avion postal qui s'était écrasé dans les Alpes en 1983, je crois, et que personne n'avait retrouvé. Moi, c'est ma passion, les histoires d'amour. Et alors, aussi bien celles qu'on peut lire dans les livres que celles de la vie réelle. Vraiment, mon rêve, ça aurait été de savoir écrire des histoires d'amour. Mais j'ai pas de don pour ça. Par contre, grâce à mon métier, il m'arrive de pouvoir faire de vrais petits miracles de l'amour. Je me souviens, en mars 2003, j'ai été contactée par le centre postal de Libourne pour une mission très spéciale. Vous savez, le genre de mission qui tombe tous les 20 ans. Ou jamais. Je me souviendrai toujours. C'était le 23 mars 2003. J'ai reçu une lettre, une sacrée lettre, par la poste. Alors là, j'ai dû m'asseoir. Ce jour-là, j'avais pour mission de retrouver un certain Pierre Hénin. J'avais bien une adresse, mais elle correspondait plus à rien. Ça m'a pris plusieurs jours pour le retrouver. Elle était de Stéphanie. Et elle datait de 1983. Mon boulot, enfin une petite partie de mon boulot, ça consiste à acheminer le courrier qui s'est perdu et qu'on retrouve plusieurs années plus tard. Mais les destinataires, je les retrouve pas toujours. Pour Pierre Hénin, ça m'a pris plusieurs jours, mais je l'ai retrouvé. Alors après, quand j'ai appris plus ou moins ce que contenait cette lettre, j'en revenais pas. Pierre avait quitté la felouque. Et la nuit suivante, j'ai essayé toute la nuit de me persuader que ma place était auprès de mon mari. Mais c'était pas possible, je n'y arrivais pas. Pierre me manquait trop. Alors, le lendemain, ce que j'ai fait, j'ai soudoyé le capitaine du bateau et je lui ai soutiré l'adresse de Pierre et je lui ai écrit une longue lettre. Mon amour, mon cher, mon tendre amour. Oui. Elle me disait dans cette lettre qu'après être rentrée d'Égypte, elle avait tout avoué à son mari et qu'il lui avait rendu sa liberté. Elle me disait aussi qu'elle était retournée chez ses parents, qu'elle m'aimait. Elle me laissait l'adresse, mais elle comprendrait très bien s'il n'y avait jamais de réponse. Et Pierre est venu frapper à ma porte 20 ans plus tard. Oui, nous nous aimions toujours et nous sommes restés fiancés 2 ans. Et nous nous marions le mois prochain. Certains d'entre vous estimeront sans doute que cette histoire est dramatique, que Pierre et Stéphanie ont bêtement gâché les meilleures années de leur jeunesse. Ma nature optimiste ne me fait pas partager ce point de vue. Je la vois plutôt comme l'aboutissement de 2 destins hors du commun. Je la vois comme une rencontre exceptionnelle. Je la vois encore comme la réalisation tardive, mais fondée, de la prédiction du marabout. Il ne me reste plus qu'à formuler des vœux pour le bonheur des jeunes mariés, qu'à leur souhaiter qu'au sortir de leurs années de glace, ils partagent enfin une passion torride. Certains crimes ne ressemblent pas à des crimes. Et il y a cela 2 raisons. La première, l'arme utilisée. Si le meurtrier se sert d'un revolver, d'un couteau, d'une corde, de poison, voire de ses mains nues, il laissera des traces plus ou moins visibles et les enquêteurs concluront sans difficulté à l'homicide. Mais quelques individus particulièrement machiavéliques s'ingénient à détourner les objets de la vie quotidienne pour en faire les plus insolites et les plus insoupçonnables des machines à tuer. Prenez par exemple l'arme, entre guillemets, de cette histoire. Quoi de plus banal, quoi de plus rassurant en apparence
La plupart d'entre nous l'utilisent plusieurs fois par jour, sans penser le moins du monde à un quelconque danger. Et pourtant, comme nous allons le voir, elle peut se transformer en un piège diabolique. Nous voici à la périphérie d'une grande ville, dans un de ces centres d'affaires aux tours immenses. Ici, on n'ouvre pas les fenêtres, il y a l'air conditionné. On ne monte pas les escaliers, on prend l'ascenseur. On n'ouvre pas les portes, c'est votre badge qui le fait. La vestale de ce temple, c'est Bérénice Pionnier. Depuis plus de 10 ans, elle est responsable de la sécurité de la tour du lever. Bérénice est enceinte de 7 mois. Elle attend des jumeaux. Elle compte les jours jusqu'à son départ. Mais des événements graves vont retarder son repos bien mérité. Voilà, c'est mon bureau. Ah oui. Bon, en 10 ans, j'ai jamais déménagé. 10 ans au 2e sous-sol. Bah, comme ça, pour la dératisation, je suis première là. Ah! Ce sont les jumeaux que vous attendiez au moment des faits? Eh oui. Lui, 2,5 kg à la naissance. Et lui, 2,7 kg. Ils m'en ont fait baver. Eric, Gaël, Eric. Eric, Gaël, vous êtes très bien informés. Vous savez, les gens pensent que je suis insensible. Mais il faut dire, avec ce boulot, on est confronté à des trucs dingues. C'est par exemple le laveur de vitres qui fait son malaise sur une plateforme. Ou le petit cadre qui se coupe la langue en léchant une enveloppe et qui pisse du sang à gros bouillon et qui croit qu'il va mourir. Dans ces cas-là, il faut pas se laisser aller aux émotions. Bérénice connaît tout le monde dans la tour. Certains de ses collègues sont même devenus de vrais amis. C'est le cas d'Elena. Bérénice. Hey. Ça va, Ben? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est une caméra de surveillance. Un problème d'optique. Et comment vont les jumeaux? Ils bougent. Un véritable festival. Ils font la course pour savoir qui va sortir le premier. Ça continue, il va falloir qu'on prévoie une salle de sport. Bon, et toi, tu vas où? Je monte au 15e. Je vais voir le directeur commercial. Et après, on fait une petite fête pour célébrer un super contrat. Waouh, c'est bien ça. Tout a commencé le 5 mars 2002 au 15e étage. Paul Le Fur est directeur commercial de Securisoft, une société de sécurité informatique. 6 mois plus tôt, il a fait embaucher son frère cadet Jean, un petit génie des nouvelles technologies. On en est où là sur le dossier de la compagnie Talente? Tu sais, sur la surveillance centralisée. Je leur ai envoyé la démo et normalement, ils devraient nous donner leur avis d'ici vendredi. Ouais. Et c'est Rémi qui a fait la proposition budgétaire? Oui. D'accord, merci. Elena Barville est la directrice marketing de cette société. Elle a la trentaine rayonnante, fière de sa carrière et de sa liberté, elle est consciente d'attirer les regards et ne se prive pas d'en user. J'envisage toujours toutes les possibilités, tu sais. Ce qui fait ton charme. Elle est ma créativité. Excuse-moi. Il y a un truc à régler. Tu rejoins plus tard. Qu'est-ce qui te prend? Tu m'as même pas présenté. Je suis confus, tu vois. Tu crois qu'une femme comme Elena s'intéressera à toi? Tu te prends pour qui? Pourquoi tu me parles toujours comme si j'étais le vilain petit Oh, canard? je veux pas jouer les grands frères protecteurs à Vital. Hein. D'accord? Ouais, mais tu fais pas ça devant moi, c'est tout, quoi. Paul! Oui? C'est toujours pareil. Bah, écoute, laisse-moi un peu faire ma vie. Hein. Tu veux pas... Paul! Mais Paul! Tu me rejoindras quand tu seras calmé.
15 étages et 2 sous-sols, en chute libre. Je suis pas médecin, mais je savais bien qu'il n'y avait plus grand-chose à faire. Le bureau de Paul était au bout du couloir, près des ascenseurs. Je passais tout le temps devant. Il me faisait des petits signes. Vous aviez quelle relation avec Paul Le Fur? Ah non, on n'était pas... Non. Disons que c'était prévu. Enfin, que ça aurait pu. Paul avait beaucoup de charme. Jean, je voulais vous dire, je suis absolument désolée de ce qui est arrivé à votre frère. Toutes mes condoléances. Merci. Bon courage. Jean est subjugué. Elena est venue lui parler, c'est la première fois. Trop timide pour s'adresser à elle, il met en place un système de surveillance informatique pour l'observer. Si j'en crois mes informations, c'est votre frère qui vous a fait rentrer dans la société Software Sécurité en tant que responsable informatique. Pourquoi vous me posez la question, puisque vous le savez déjà? Ça a dû être terrible pour vous, la mort de votre frère. Vous vous entendiez bien avec lui? Ben oui. J'aimais mon frère parce que c'était mon frère. Pourquoi? Quand il a disparu, vous avez laissé libre cours à vos envies. Mais qu'est-ce que mon frère a à voir là-dedans? J'aimerais seulement comprendre comment vous avez procédé pour observer Elena Barville. Facile. Un jeu d'enfant. En une demi-heure, j'avais piraté le réseau de vidéosurveillance. Un jeu d'enfant très doué quand même. Et grâce à la vidéosurveillance, j'avais un œil en permanence dans le bureau d'Elena. Comme ça, elle ne pouvait pas m'échapper. L'enquête sur la mort accidentelle de Paul Le Fur piétine. Ma première réaction, c'était l'incompréhension. L'équipe de maintenance avait vérifié tous les circuits 15 jours plus tôt. Alors, bon, les hommes et les machines ne sont pas infaillibles, mais a priori, il n'y avait pas de problème. J'imagine que tout le monde vous est tombé sur le dos. Et qu'il était absolument aberrant de réutiliser les ascenseurs avant d'avoir trouvé la panne. Ah, vous pouvez le dire. Et tout ça à quelques jours de mon congé maternité. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Il faut trouver la panne, de toute urgence. Mais avant de faire le tour du circuit, je commence par rendre visite aux frères de la victime. Monsieur Le Fur? Bonjour. Je suis Bérénice Pionnier, en charge de l'enquête sur l'accident de votre frère. Je viens vous présenter mes condoléances et je voudrais avoir votre témoignage sur l'accident. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je sais que vous étiez présent. Qu'avez-vous vu? Paul a appelé l'ascenseur. Les portes se sont ouvertes. Il est entré, mais l'ascenseur n'était plus là. Il a essayé de se raccrocher, mais c'était trop tard. D'accord. Il vous a paru bizarre? Oui. Enfin, sans plus. Il n'était pas très causant. Dans son bureau, j'avais l'impression d'être un gros chamallow dans une chambre froide. Enfin, il m'a donné la version des faits et que j'ai vérifié sur la vidéosurveillance. Et j'ai commencé à faire le tour de mes circuits. La consciencieuse Bérénice a tout passé au peigne fin. Elle a exploré de fond en comble tous ces systèmes très sophistiqués. Elle a vérifié ces réseaux très complexes. Rien n'a pu échapper à sa vigilance. En fait, je vais vous expliquer. Tous les ascenseurs sont régis par une unité centrale qui optimise leur circulation et coupe les circuits en cas d'incendie, etc. Donc pour que les unités centrales aient des informations, il y a des capteurs un peu partout. Il suffit qu'il y en ait un qui grille. Et ce sont ces pièces-là qui étaient défectueuses? Oui, en fait j'ai découvert que sur une de ces pièces, un des fils était trop long. Donc il a été usé par frottement et il y a eu court-circuit. Évidemment, vous avez mis tout ça dans un rapport. Tout à fait. J'ai rédigé un rapport technique pour la police, les assureurs
et etc. Et je suis allée déposer un exemplaire au frère de la victime. Un dossier rempli d'informations très précieuses pour Jean. Charles, c'est Léna. Je te dérange? Non, jamais. Que se passe-t-il? En fait, tu sais, Paul, de la direction commerciale, il est mort. Je sais pas pourquoi, c'est comme si ça... Oui. Ça va? Tu tiens le coup? Je sais plus. Je sais pas. Je sais plus où j'en suis. Tout s'embrouille. Tu prennes un peu de recul. Prends un peu de temps pour toi. Je peux pas. J'ai la réunion des actionnaires. T'as un peu de temps cet après-midi? On pourrait peut-être descendre, marcher un peu et puis en parler. Peut-être. Je passe te prendre. Tout à l'heure. Deux accidents d'ascenseur en 3 jours. Paul et maintenant Charles. Drôle de coïncidence. La police est venue vous voir à son sujet? Oui, il voulait connaître son heure de sortie, d'après les informations contenues dans son badge. D'après son badge, il n'était jamais sorti de la tour. Vous vous êtes douté de ce qui s'était passé? Appelez ça une intuition. J'ai senti comme une main glacée dans mon dos. Et je me suis mis aussitôt à crapahuter dans les sous-sols jusqu'à ce que je retrouve son corps. En ce qui concerne le deuxième accident d'ascenseur, Je devais aller au restaurant avec Charles après la présentation des résultats et il est jamais venu. J'ai appris sa mort 3 jours après. quel a été votre sentiment à ce moment-là? Je me suis dit que j'étais maudite. Comprenez-moi, 2 hommes de mon entourage meurent à quelques jours d'intervalle. Bon, ils étaient tous les deux en relation avec beaucoup de monde. Oui, mais tous les deux s'intéressaient à moi. Alors ça pouvait être une coïncidence ou pas. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à la police. Et quelle a été leur réaction? Pour eux, c'était un problème de maintenance de l'ascenseur. Point final. J'ai tout revérifié, 10 fois, 20 fois. On m'appelait tout le temps, les assureurs, la police, les avocats. J'étais à bout de nerfs. Et votre rapport a démontré quoi? Après avoir tout démonté, testé, remonté, retesté, j'étais obligée de conclure qu'il n'y avait aucune pièce matérielle défectueuse. Et qu'est-ce que vous en avez tiré comme conclusion? Si c'était pas un problème mécanique, ça pouvait être un problème électronique ou de liaison informatique, vu qu'ici tout est automatique. Est-ce que vous pourriez me parler de ce terrible accident d'ascenseur qui s'est produit quelques jours après la mort de votre frère? Mais vous savez déjà ce qui s'est passé. Oui, mais enfin, j'aimerais avoir votre point de vue sur la question. J'ai pas de point de vue sur la question. Et vous connaissiez cet homme? Vous aviez quelque chose à lui reprocher? Bon, écoutez, je crois qu'on va arrêter là. Au revoir, monsieur. Non, attendez. Écoutez, c'est incroyable ce que vous avez fait. J'aimerais comprendre comment l'ascenseur a pu tomber, alors que tout avait été vérifié,
que la maintenance était sur les dents et que de toute façon... Vous avez rien compris. L'ascenseur n'est pas tombé. Il n'est pas venu. Comment ça, il n'est pas venu? Il n'est pas venu parce que je lui ai demandé de ne pas le faire. J'étais le maître du système. L'ascenseur a obéi à mes ordres. La belle Elena est l'objet de toutes les attentions de Jean. Il lui offre l'ordinateur portable de son frère Paul. Jean, c'est Elena Barville. J'ai bien reçu vos présents. Je voulais vous remercier de votre geste. Encore merci. Au revoir. J'emmène Elena au resto ce soir. Ah, alors comme ça, t'as un ticket avec Elena? Non. Non, mais... Petit cachotier. Entre Elena et moi, c'est juste une histoire de connexion. Mais non, mais t'as raison. C'est tout à fait le genre de mec qu'il lui faut. Non, mais attends, il faut pas non plus, c'est pas... Tu vois? Ouais. T'es occupée, là? D'accord. Ok. Bise. Je te laisse. Ok. Elena est ravie de ce cadeau. Elle est loin d'imaginer que c'est un cadeau empoisonné. Désormais, rien de la vie d'Elena ne peut échapper à Jean. Au bureau, chez elle, elle est sans cesse sous sa surveillance. Il peut même contrôler son ordinateur à distance. Vous n'aviez aucune raison de vous méfier. Bah non. Puis c'est difficile de refuser un cadeau sans avoir l'air grossier. Et surtout, il s'agissait de Paul. La semaine, et même le week-end, Jean ne quitte pas son écran d'ordinateur. Bonjour. Bonjour. Vous avez commandé une pizza végétarienne? Tout à fait, venez. Attendez, je vais chercher mon chéquier. Pardon. Pardon. Excusez-moi. Je dois combien? Avec la livraison, 12,90 €. Je m'appelle Bastien. Qu'est-ce qu'une femme comme vous fait toute seule le dimanche chez elle? Et qu'est-ce qu'un homme comme vous fait en livreur de pizza? Ça, c'est une couverture. C'est pour rencontrer des femmes qui sont seules le dimanche. Si vous voulez d'autres pizzas, il y a le numéro sur le prospectus.
besoin de quoi que ce soit d'autre. Je vous laisse le mien. Bon, ben, merci. De rien. Au revoir. Au revoir. À bientôt, j'espère. Je connaissais même pas Elena. Il vient lui livrer une pizza et il lui laisse son numéro. C'est gonflé, en effet. Alors j'ai appelé la pizzeria et je leur ai dit que j'aimerais bien être livré par Bastien. Et la standardiste m'a dit « C'est pas possible, on peut pas choisir son livreur. » Et alors? Alors j'ai dit que j'étais un ami de Bastien et que je lui avais préparé une surprise pour son anniversaire. Mais il pouvait pas accepter. S'il était retenu plus longtemps, il pouvait plus travailler. J'ai insisté pour qu'on me l'envoie pour sa dernière livraison. Comme ça, il pourra rester avec nous et vous serez pas inquiets. Je leur ai dit, ils m'ont dit, bah, d'accord, c'est sympa. Mais Bastien n'avait pas de badge. Il pouvait pas monter dans la tour. Mais vous avez rien compris, hein? Je suis le maître de la tour. Vous avez pris connaissance de ce nouveau drame dans des conditions assez particulières. Je suis tombée sur le corps de ce pauvre garçon en faisant ma ronde dans les sous-sols. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez commencé à envisager que quelqu'un manipulait les ascenseurs pour commettre des meurtres? Il y avait beaucoup trop de coïncidences et pas d'explications. Je suis même arrivée à douter que le premier mort ait été victime d'un accident. Donc, vous avez fait part de vos doutes au commissaire du quartier. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il m'a pas pris au sérieux. Faut dire, ils ont pas l'habitude des homicides. Dans ce quartier de bureau, il se passe jamais grand-chose. Il a même été jusqu'à prétendre que j'inventais toute cette histoire parce que j'étais incapable de faire mon boulot correctement. Est-ce qu'il y avait des enjeux financiers à la clé? Il y avait des millions au niveau des assurances. C'est sûr que l'hypothèse d'un meurtrier dédouanait la sécurité de la tour et, par la même occasion, ma propre responsabilité. C'est vrai que ça arrangeait tout le monde. Hein. Ah bah c'est pourquoi il vous a pas cru. Ouais, et puis il a été même jusqu'à dire que c'était stupide parce qu'il n'y avait pas de mobile. Et donc, vous avez pris la décision de continuer votre propre enquête? Ouais. Bah, j'en ai fait une affaire personnelle. Mais j'avais pas le choix. Hein. La première chose que j'ai faite, c'est de regarder les images de vidéosurveillance. Et? Aucune trace du livreur de pizza. Il était pas transparent, ce pauvre garçon que j'avais trouvé dans les sous-sols. S'il était pas sur la bande, c'est qu'on l'avait effacé. J'avais une nouvelle piste. Celle d'un expert en informatique capable de manipuler les images et les ascenseurs à distance. Sauf que la tour du lever contient 25 étages. En moyenne, 15 sociétés par étage et un responsable informatique par société. Ça nous fait au bas mot 375 suspects potentiels. En effet. Donc il fallait resserrer sur le profil des victimes et trouver un mobile.
Mais là, j'ai un nouveau problème. Il n'y a aucun lien, a priori, entre Paul Le Fur, directeur commercial de Software Sécurité, Charles Lacroix, DRH de Viacomon, et Bastien Leclerc, livreur de pizza. Et vous en déduisez? Qu'il y a peut-être pas de lien, justement. Et que ces hommes sont peut-être morts par hasard, assassinés par un fou qui s'amuse à bidouiller les ascenseurs. Oui, mais dans quel but? Bah, de nuire à la société gestionnaire de la tour, ou de nuire à la société qui gère les ascenseurs, ou de me nuire à moi. Quand Elena arrive ce jour-là, l'ascenseur est condamné. Un nouvel accident s'est produit. Elle appelle Bérénice, qui lui apprend l'identité de la nouvelle victime. Qu'est-ce qui se passe avec ces ascenseurs? Quoi? Elena! Elena! Comment tu te sens? Le livreur de pizza. Bastien. Je le connais. Comment ça, tu le connais? Il est venu chez moi. Dimanche. Ça va? Respire. Allez, respire. Le troisième accident, c'était le livreur de pizza, c'est ça? Bastien. Il m'avait laissé son numéro. Il n'y avait aucun doute possible. Tous les morts tournaient autour de moi. Grâce à Elena, je tenais enfin un mobile. Il y avait quelqu'un derrière tout ça, quelqu'un qui voulait faire le vide autour d'elle. Donc, je lui ai demandé de faire la liste de tous les hommes susceptibles d'être jaloux. Et je lui ai conseillé de se barricader chez elle. Et moi, je suis retournée dans mon bureau avec la liste des jaloux potentiels. 75 noms que je devais croiser avec la liste des experts en informatique. Elena est perturbée par ces 3 accidents. Elle cherche à comprendre ce qui paraît inexplicable. Quand soudain, tout s'éclaire dans son esprit. Elena vient de comprendre la machination diabolique de Jean. Alors, elle cherche à joindre Bérénice. Mais elle n'y arrive pas. Bonjour, vous êtes bien sûr. Alors elle se précipite à la tour, réalisant que Bérénice est probablement en danger de mort. Jean comprend qu'il vient d'être démasqué. Vous l'avez échappé belle. Vous pouvez le dire. Et mes petits loups aussi. On a attaché le type à un câble. J'ai aussitôt prévenu la police. Eux, ils ont trouvé dans le bureau de Jean Le Fur toutes les traces de sa culpabilité. Dans son ordinateur? Tout à fait.
En fait, ils ont trouvé des traces de ses recherches pour pénétrer le système de sécurité, des programmes qui l'alertaient quand Elena allumait son ordi, et tout un stock d'images vidéo de son domicile. Vous pourriez me parler d'Elena? Vous pourriez me parler d'Elena? Il a cherché à vous recontacter, non? Je sais pas comment il fait. Il inonde mes boîtes email de messages. De quel genre? De messages d'amour. J'ai changé plusieurs fois d'adresse, mais chaque fois qu'il a accès à un ordinateur, il me retrouve. Oui, tout était réuni pour que cette terrible accumulation de crimes reste impunie. Des accidents d'ascenseur, il y en avait eu plusieurs peu avant cette affaire. Et pour l'opinion publique, c'était dans cette direction qu'il fallait chercher. On allait même dans la presse jusqu'à parler de scandale. D'autant que les mobiles de Jean, dans son esprit dérangé, étaient totalement indiscernables. Aucune volonté humaine n'était soupçonnable derrière les faits. Il ne pouvait s'agir, selon le point de vue qu'on adoptait, que de tragiques coïncidences ou de négligence coupable des divers responsables. En fait, le centre de tout était la passion de Jean pour l'informatique, qui l'occupait tout entier depuis des années et qui lui avait permis de réaliser cette extraordinaire machine criminelle. Mais elle était aussi le symptôme de son dérangement mental. Il arrive en effet qu'un intérêt exclusif pour un domaine quelconque, au détriment de tout le reste, soit l'indice d'un déséquilibre pouvant aller, comme on vient de le voir, jusqu'au meurtre.